Bonjour à toi qui écoutes ce numéro des Rencontres de la Sorbonne. Les Rencontres de la Sorbonne sont un cycle de débats-conférences réalisé par les étudiants du Master 1, Direction de projet et établissement culturel de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en collaboration avec le Carreau du Temple. Cette année, les conférences se consacrent au thème Art et migration, au travers duquel sont abordées les problématiques de la représentation, de l'exposition, de l'échange, de l'insertion ou du rejet des populations et, plus précisément, des artistes issus de diaspora. Ce podcast est la restitution d'une conférence ayant eu lieu le 5 novembre 2020 avec Françoise Vergès, Samia Chabani, Mickaël Kamaji et Léa Méade. La réalisation de ce podcast est une grande première dans l'histoire des rencontres. Aussi, nous espérons que le contenu te plaira et te souhaitons une bonne écoute. Les Rencontres de la Sorbonne, en partenariat avec le Carreau du Temple. Qui traitera cette année des relations entre art et migration. Donc, on ne peut pas se retrouver en physique au Carreau du Temple, mais comme vous le voyez, on a réussi à contourner les règles de distanciation physique et on se retrouve donc en distanciel sur Zoom et en live Facebook sur le Facebook du Carreau du Temple et des Rencontres de la Sorbonne. Pour cette première édition, nous nous focaliserons sur l'institutionnalisation de la migration. À travers la notion d'institutionnalisation, c'est bien aux questions de patrimoine et aux questions de mémoire que nous pensons. Les institutions culturelles et les institutions muséales, notamment, créent des récits qui viennent forger l'image d'une nation qui se construit sans cesse. Intégrer une œuvre d'art dans le patrimoine national revient à décider de la sauvegarder pour les générations futures. Il en vient de même quand les institutions culturelles s'emparent du phénomène migratoire et décident de le sauvegarder patrimonialement. C'est donc la question de sauvegarde et de patrimoine qui est en jeu ici. Mais la question qu'on se pose, c'est que sauvegarde-t-on réellement quand on expose la migration ? Ce soir, comme vous le savez aussi probablement, nous devions accueillir 3 invités, mais malheureusement, Clémentine Delis n'a pas pu être présente. Donc nous sommes en présence de Samia Chabani et de Françoise Vergès. Merci à toutes les deux d'avoir accepté, d'avoir répondu présente. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous sur la place de la migration au sein des institutions culturelles. Donc avec vous, nous allons nous demander en quoi cette place donnée aux migrations dans les institutions culturelles est révélatrice d'une certaine crise des représentations dans nos espaces d'exposition notamment. Samia Chabani, vous êtes sociologue, engagée sur les questions de genre et d'immigration. Militante, vous avez fondé en 2000 l'association Ancrage à Marseille, où vous vous attelez à valoriser le patrimoine local et migratoire. Vous avez également fait un premier travail de recherche sur les stratégies féminines d'intégration. Pour vous, il est important aujourd'hui d'inscrire les mémoires de l'immigration dans le grand récit national avec l'articulation des mémoires ouvrières, des mémoires industrielles et du postcolonialisme. Françoise Vergès, vous êtes une politologue, militante féministe et décoloniale. Vous avez également été enseignante et chercheuse et vous avez publié plusieurs ouvrages. Vous avez travaillé avec des artistes et vous cherchez avec eux des rapports de transversalité. Vous êtes la présidente de l'association Décoloniser les arts. Créée en 2015, c'est une association qui est un collectif d'artistes et de professionnels de la culture qui cherche à interroger le fonctionnement des institutions culturelles, à les redéfinir peut-être, et interroger ces institutions qui sont encore héritières d'une certaine pensée coloniale. Et vous sortez demain votre ouvrage « Une théorie féministe de la violence ». Donc merci encore d'avoir accepté notre invitation pour cette rencontre. Pour ce format un peu particulier, nous vous permettons à vous, les internautes, de poser vos questions pendant tout le long du débat sur le live Facebook et aussi sur le Zoom directement, avec un système de vote. Nous, on se chargera pendant le débat de sélectionner 3 questions et on les posera pour vous, à nos invités. Donc avant de commencer, j'aimerais juste faire un petit point sur les termes. Pour nous, l'institutionnalisation de la migration se rapporte au phénomène d'intégration des récits sur la migration dans les musées et expositions notamment. On se pose la question de comment les arts et le monde de la culture s'emparent du fait migratoire pour venir calquer des représentations et au fond essayer d'expliquer ce phénomène. Puisque quand on parle de migration, nous parlons du phénomène politique de migration. C'est un terme politique fort qui renvoie au droit international et aux États, à des frontières qui sont brandies, qui se passent, se dépassent. Ça renvoie aussi à la notion de légalité ou d'illégalité, de qui a le droit ou non de vivre sur un territoire donné, et ça renvoie aussi à la question d'identité.
La migration englobe tout ça. C'est un terme assez vaste qui nie parfois les singularités de parcours et les ressentis humains. Donc, on a des lois qui érigent certains individus en légaux ou illégaux, et les migrants sont chassés par la police et se retrouvent à vivre dans des conditions désastreuses. Pendant ce temps, les institutions culturelles se sont construites comme des espaces de création, de récits qui tendent à une certaine pédagogie objective. Et ce soir, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Pour commencer, Samia Chabani, j'aimerais vous demander si vous pouvez nous expliquer quel est votre rapport aux questions de patrimoine et de migration, et en quoi cela est-il important pour vous? Alors pour moi, bonsoir à tous d'abord. Pour moi, la question des migrations, c'est une question d'héritage. Et c'est une question à la fois intime et une question collective. Alors, j'ai été très sensibilisée assez jeune, puisque je suis moi-même issue des migrations et que mon père a travaillé sur la fameuse île Seguin à Renault-Billancourt, un OS parmi d'autres, mais c'est ce lieu-là qui a été choisi il y a quelques années, ou en tout cas qui a été en réflexion concernant un hommage, une restitution de l'histoire des migrations en France. Le choix de l'usine et de l'île Seguin a été d'une certaine manière une préfiguration du Musée national d'histoire de l'immigration qui, comme vous le savez aujourd'hui, est au Palais de la Porte Dorée. Mais donc c'est une étape importante pour moi qui m'a sensibilisée assez jeune sur la question des migrations. Et j'ai été sensibilisée parce que je faisais partie du mouvement social de l'immigration et que je militais dans une ASTI qui était juste à côté de l'île Seguin, et que je voyais tous ces ouvriers, leurs familles, les familles migrantes, très mobilisées pour que la nation reconnaisse l'effort économique, l'effort militaire aussi, et l'apport culturel en fait des migrants à la nation. Donc, je suis un petit peu tombée dedans quand j'étais petite, voilà. Et j'ai poursuivi d'une certaine manière cette mobilisation en faveur du patrimoine des migrations à travers l'association que je dirige aujourd'hui et que j'ai fondée il y a 20 ans, qui s'appelle Ancrage. Et donc, cette association Ancrage, l'idée, elle vous est venue comment concrètement, et qu'est-ce que vous faites dans cette association? Alors, elle ne m'est pas venue toute seule. En fait, je dirais qu'elle est un peu générationnelle. C'est-à-dire que lorsque les issus nés en France sont devenus adultes et eux-mêmes parents, ils se sont préoccupés de la question de la transmission à leurs enfants. Et cette transmission leur apparaissait de toute façon insuffisante, lacunaire, voire inexistante. Que ce soit dans les lieux de transmission institutionnelle que sont l'école, les musées, la culture en général, mais aussi dans les récits des familles en fait. Et j'ai envie de dire, moi, mon rapport à ce patrimoine, c'est d'abord un patrimoine de l'intime, et c'est de constater que pour les parents, il y avait un réflexe un peu de non-transmission orale du projet migratoire, de ses limites, de ses désenchantements en fait aussi. C'était une volonté probablement de nos parents aussi de nous préserver peut-être d'une certaine adversité, d'un avenir peut-être qu'ils jugeaient pour certains incertain en France ou difficile. Donc dans les familles migrantes, contre toute attente, il n'y a pas une transmission toujours manifeste de ces parcours migratoires. Nos parents aujourd'hui vieillissent et puis pour certains disparaissent, donc cette tension, en fait, c'est une tension générationnelle. C'est comment on trouve sa place dans le récit collectif, comment on y participe davantage au regard de l'offre actuelle, de l'offre narrative actuelle. D'accord. Et donc, cette envie de garder une trace, de garder un souvenir, comment elle s'articule dans Ancrage, puisque vous cherchez vraiment à archiver une certaine mémoire? Alors, il y a 3 aspects. Il y a valoriser, donc ça a été dans un premier temps beaucoup valorisé, notamment à sauvegarder les archives de l'immigration, un peu sur le modèle et l'expérience de l'association Générique qui a disparu d'ailleurs. Donc en collectant des fonds d'archives privés de l'immigration. Donc on a contribué à sauvegarder une dizaine de fonds à Marseille aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, collecter des récits aussi, des récits de militants, de personnes qui ont été des personnes emblématiques de l'histoire de l'immigration sur le territoire.
Donc, vous avez des éléments disponibles sur le site internet d'Ancrage, mais aussi faire émerger et accompagner des projets qui n'étaient pas forcément les nôtres, mais qui étaient ceux qui émanaient du territoire par toute une série d'acteurs qui vont des habitants aux animateurs de centres sociaux, en passant par d'autres associations spécialisées dans la question des migrations. Donc, il y avait une forme de dynamique autour de ces questions mémorielles depuis les années 80 et qui s'est d'une certaine manière construite dans une repossession, je pourrais utiliser ce terme, du patrimoine des migrations, en lien avec le territoire, avec l'histoire sociale, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'histoire des femmes et l'histoire des ouvriers. Et d'ailleurs, une des premières étapes a consisté à montrer ce qui distinguait en fait l'histoire des ouvriers de l'histoire des migrants, puisque c'était à l'époque encore un peu confondu. Et éclairer aussi des portraits de femmes de l'immigration à travers une première exposition où je donne la parole aux femmes qui sont des héritières de l'immigration, davantage que des migrantes elles-mêmes, et qui expliquent quel a été leur engagement en faveur de leur quartier ou d'un groupe social ou un autre. Aujourd'hui, c'est vraiment valoriser, transmettre, parce qu'on a des ateliers, des expositions itinérantes, des publications autour des mémoires des migrations. Et on a aussi la dernière, qui pour moi est la plus importante, c'est participer. C'est-à-dire ne pas laisser ces récits se construire sans les personnes concernées. C'est encore trop souvent le cas. Même dans une ville comme Marseille, qui est souvent présentée comme une grande ville cosmopolite, c'est l'ancienne capitale coloniale de la France. Il y a encore beaucoup de choses à écrire, à montrer, à révéler en fait au grand public. Et donc, tous les récits que vous cherchez à révéler au grand public partent évidemment de l'expérience des personnes migrantes. Et donc, vous partez des traces qu'elles laissent sur le terrain et vous cherchez à en constituer une histoire, en fait. Et donc, Ouais. Notre terrain de jeu préféré, c'est la rue, c'est l'espace public. Et en réalité, Marseille et ses environs, d'ailleurs, offrent une diversité d'espaces publics qui peuvent apparaître pour certains comme des délaissés urbains ou comme des friches industrielles, notamment dans les quartiers nord qui sont, il faut le préciser, même pas présents dans la carte qui est proposée à l'Office du tourisme de Marseille. Il n'y a pas les quartiers nord, voilà, donc c'est quand même, ça correspond à la moitié des habitants de Marseille, le 13, 14 et 15 et 16e arrondissement, ce qui est considérable. Et pourtant, ce sont des quartiers qui sont non seulement fondateurs de l'histoire de la ville, mais qui ont constitué en fait une cartographie très intéressante de la zone arrière portuaire, où en fait la prospérité économique de Marseille se situait au cœur des quartiers nord. Les Tuileries, les Savonneries, les minoteries, de l'axe du vieux port jusqu'au quartier nord, même jusqu'à Fos aujourd'hui. C'est un axe, à la fois un axe historique et industriel considérable et qui a permis, qui a donné lieu d'ailleurs à l'accueil de populations étrangères et de la main-d'œuvre étrangère. Donc, faut-il le rappeler, ces industries étaient très, très demandeuses. Donc, de façon très simple, je pense qu'il y a des vérités, qui sont bonnes à rappeler, que la migration de travail, la migration instituée qui aujourd'hui donne lieu à ce cosmopolitisme qu'on mobilise de temps en temps à Marseille, pour dire que Marseille est une ville cosmopolite. Il trouve vraiment ses fondements et ses traces et ses empreintes dans l'histoire de la ville et donc dans les traces urbaines. C'est pour ça qu'on propose des balades urbaines et des balades patrimoniales qui reviennent en fait aussi bien sur les lieux de travail, mais aussi sur les lieux de vie, parce que Monique Hervaux a fait une très très belle cartographie dans les années 50 de l'emplacement des bidonvilles, des cités de transit et des cités d'habitat social à Marseille. Et en fait, elle est toujours actuelle, elle est toujours réelle. Donc Marseille est encore complètement dans son histoire migratoire finalement, et c'est un petit peu ça que vous essayez de mettre à jour dans Ancrage, en partant directement de ces récits qui sont visibles encore dans la ville. Alors, ces récits, ces traces plurielles, il n'y a pas que des récits, il y a les archives qui éclairent bien cette dimension, la dimension que j'évoque, et aussi dans une dynamique de transmission, parce que moi, je suis toujours assez
stupéfaite de voir que les jeunes Marseillais ne connaissent pas l'histoire de leur quartier, qu'ils ont l'impression que les cités d'habitat social ont été toujours là, alors que leurs parents, pour certains, ont grandi dans des bidonvilles ou des camps, quoi. Et c'est une génération. Donc, on voit à quel point, finalement, les mémoires, même d'une génération à l'autre, sont assez peu transmises. Et je pense que c'est très important de revenir sur ces questions-là dans une logique d'éducation populaire et pas seulement de patrimonialisation, parce que les lieux sont des lieux à mémoire multiple et donc traverser la ville des grilles du parc Chanot qui a accueilli les expositions coloniales au pied de la gare Saint-Charles, dont on a encore récemment parlé pour ces allégories des colonies, jusqu'au quartier nord, on a en fait des récits pluriels, multiples, qui permettent de comprendre et d'appréhender l'histoire de Marseille. D'accord, donc vous partez vraiment de la ville, de la cartographie de la ville, et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est une démarche qui s'inscrit quand même dans une certaine transversalité, puisque vous ne voyez pas du tout en fait les migrations en surplomb avec un regard ascendant. Vous cherchez à partir des migrations elles-mêmes et des traces et des ancrages qu'elles laissent dans la ville, ainsi que des personnes migrantes. Et ça m'emmène, Françoise Vergès, à vous demander en quoi la recherche de transversalité, c'est quelque chose qui est primordial quand on essaie de construire un récit, notamment par exemple dans les espaces muséaux. En quoi le choix de la personne qui vient raconter des récits, par exemple sur l'immigration, est un choix qui est politique et un choix qui est important? Bon, tout d'abord, merci. Et puis vraiment, merci de m'avoir invitée. J'étais très heureuse, je suis très heureuse d'être aux côtés de Samia, et j'étais très intéressée par ce qu'elle dit et qui est en rapport peut-être avec votre question. C'est-à-dire, pourquoi il y a du silence? Pourquoi il y a du silence même dans les familles? Pourquoi on ne raconte pas des histoires? Et donc les difficultés de transmission du coup, l'ignorance qui se fait, ce qu'elle raconte, que des jeunes générations ne savent même pas du tout ce qu'ont été même leurs parents ou leurs grands-parents, quoi. On n'est pas en train de parler de siècles passés. Et cette nécessité d'éducation, c'est en relien justement avec votre question de transversalité. C'est absolument essentiel. Comment a été fabriquée la fragmentation des mémoires, la fragmentation des histoires? Et là, donc la nécessité de remettre une méthode de transversalité. Vous voyez, une méthode qui mette tous ces liens ensemble et qui ne regarde pas simplement dans la méthode historique dominante, hégémonique occidentale, par tranche de période ou par tranche d'origine, par exemple. Alors du coup, là, l'immigration algérienne, on ne va pas regarder qu'au même moment, il y a aussi des immigrations qui arrivent de Guadeloupe et de Martinique et de Réunion, et comment tout ça va marcher ensemble, si vous voulez. On ne va pas regarder tout ça, on ne va pas regarder comment se constituent des mémoires ouvrières immigrées qui mettent des communautés ensemble, qui ne vont pas les diviser. Donc, la transversalité, c'est aller au-delà du binarisme. Déjà, le binarisme hégémonique, c'est-à-dire le binarisme qui va séparer les personnes. Et de montrer que dès qu'il y a des migrations et des constitutions, comme Samia a rappelé, de classes ouvrières, de personnes travaillées, elles sont en contact avec d'autres personnes. Elles peuvent venir, par exemple, de Kabylie, des Aurès, du Rif ou de Guadeloupe. Elles n'ont jamais rencontré elles ont été dans leur village. Elles sont là tout d'un coup à Renault, par exemple, si on prend l'exemple de Renault. Elles se retrouvent travailler à côté de personnes venant d'autres endroits. Et donc, cette constitution aussi de classe ouvrière transversale, transnationale est extrêmement importante et casse le récit binaire occidental. Donc, il y a une première chose dans la transversalité, c'est de casser ce binarisme, hein, quand il est hégémonique, et qui empêche de voir justement tous les fils, toutes les choses qui se font. Moi, quand j'arrive en France dans les années 70, je vais être très proche de l'Union générale des travailleurs réunionnais en France, c'est-à-dire l'immigration réunionnaise. Mais quand on manifestait, on était à côté de Marocains, d'Algériens, de Guadeloupéens et de Guyanais, de Martiniquais. On n'était pas là tout seul, etc. La deuxième chose, je pense, dans la transversalité, c'est qu'elle nous permet de dénaturaliser justement des identités, c'est-à-dire d'assigner des personnes dans une identité, dans un cadre, vous voyez, et qui sert d'une certaine manière une idéologie coloniale, hein, de séparer, de diviser les gens. Hein. Et donc, on cherche, par exemple,
On sait pourquoi la France fait venir massivement des travailleurs pour reconstruire la France, la fameuse France des 30 Glorieuses. Pourquoi elle fait venir massivement des personnes de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe? Parce qu'étant citoyens français, ils pouvaient travailler dans les services publics, ce que ne pouvait pas faire un Algérien, un Marocain ou un Sénégalais. Et donc, c'est aussi qu'on voit pas seulement le migrant, l'immigré arrivant et étant transformé en immigré, mais aussi ce qui a causé sa migration. La misère qui est organisée, le non-développement qui est organisé, la pauvreté des campagnes. Donc, on voit toute une... Donc, on évite la fixation de l'identité immigrée. C'est une personne qui est venue d'un endroit et qui avait une famille, qui avait des liens, qui était, je sais pas moi, qui était dans le Rif, agriculteur ou berger. Enfin, je veux dire, c'est des histoires. Ça commence pas en arrivant. Donc ça, c'est la transversalité. Sur la question du choix de la personne, toujours politique, évidemment, le choix est toujours politique. Pour les personnes qui s'intéressent justement à casser un récit hégémonique, linéaire, binaire, c'est de faire entendre la pluralité des voix. Les voix, c'est-à-dire il y a des destins singuliers, incroyablement. Si vous arrivez en France et que vous avez 50 ans, c'est pas la même chose que si vous arrivez à 20 ans. Si vous arrivez un jeune homme, c'est pas la même chose. Si vous arrivez une femme célibataire, une femme mariée, tout ça, ça compte. Et en même temps, il faut toujours tenir compte de la communauté dans laquelle on va s'inscrire, dans laquelle on va se retrouver. Et donc, cette tension constante entre singularité et communauté est importante. Alors que le choix, comme vous dites, c'est un choix jusqu'à présent, hein, en France en tout cas, c'est les experts qui parlent et les immigrés sont des témoins, sont là pour soutenir le discours de l'expert. Et ils n'apparaissent pas comme des gens qui théorisent, aussi pour employer ce terme, qui analysent, qui ont un savoir sur leur situation et leurs conditions. On les fait apparaître comme témoins. Donc, blablabla, bla, 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 et comme me disait un tel qui arrivait de Kabylie, Mais cette personne qui arrivait de Kabylie, la manière dont elle pose des questions, il faut l'entendre, il faut l'écouter parce que cette question est une question théorique, n'est pas une question ethnologique. Et donc le renvoi dans le choix, comme vous le dites, le renvoi de la parole à de l'ethnographie, ou du témoignage est un maintien de ces personnes dans une position subalterne. Et cette absence d'espace pour théoriser le fait migratoire chez les personnes migrantes dans la création de récits dans les institutions culturelles, est-ce que vous pensez qu'il est encore très présent dans nos institutions? Puisque par exemple, on a un exemple d'institution culturelle qui a fait polémique quand elle a été fondée en 2007. Alors je sais qu'on en avait déjà parlé, mais c'est le Musée national de l'histoire de l'immigration, fondé en 2007. Et en fait, c'est un musée qui s'est accompagné de bon nombre de polémiques. Et alors qu'au départ, en fait, le musée de l'immigration, il a été présenté comme un lieu qui cherche à reconnaître les immigrés qui sont venus enrichir la France de leur culture. Mais de quoi cela est-il le symptôme et de quoi, en fait, pour vous, c'est révélateur? Déjà, dans la formule « enrichir la France de leur culture », c'est comme s'il y avait quelque chose, je veux dire, on apportait les épices à un plat qui était déjà fait. En fait, nous faisons le plat, c'est nous qui faisons la cuisine. Hein, puis c'est bon, voilà. Donc déjà, il y a des formules déjà qui montrent une asymétrie. Mais sur le musée de l'immigration, ce qu'on peut dire, c'est qu'au départ, il y a toute une ambivalence, une ambiguïté. Je veux dire, on va faire un musée sur l'immigration à un moment où les lois contre l'immigration se multiplient. À un moment donné où le racisme, l'islamophobie émergent. Donc, et on confronte pas ces questions dans le musée. On fait du musée comme si c'était un passé, ces gens sont arrivés. Oui, bien sûr, il y avait de la misère, parfois ça a été terrible, mais c'est le passé. Et aujourd'hui, on peut célébrer
le fait, les Français, ce qu'ils préfèrent, c'est le couscous, tout ça, c'est formidable, on est bien, on est ensemble. Et on fait disparaître le racisme structurel, le racisme systémique, l'islamophobie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je dirais que dans l'histoire du musée de l'immigration, il y a une chose qu'on oublie très, très souvent, c'est que le musée a été occupé pendant plusieurs mois par des sans-papiers. Et que pour moi, c'est le moment tournant. Et 4 mois, ils sont dans ce musée. Ils sont là en disant, mais vous avez un musée, mais nous, on est là. On n'est pas simplement des objets qu'on met sur les murs. Nous sommes là des personnes vivantes en ce moment en France. Donc, c'est quoi un musée qui transforme en objet comme de choses du passé des personnes vivantes là qui posent des questions sur la question de l'immigration. Donc ça, j'ai trouvé vraiment qui est importante. Et n'oublions pas que le ministre de l'immigration à l'époque était un certain Éric Besson, issu du Parti socialiste, et qui était le ministère de ce qu'on appelait l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale. Il faut qu'on se rappelle ces choses-là. C'est pas simplement de l'histoire. C'est ce que je veux dire, c'est dans votre question, c'est qu'on comprenne la fabrication au fur et à mesure d'une idéologie et d'une mise en place qui transforme l'immigration en un objet de musée et non pas comme une question politique et culturelle qui se pose à notre société aujourd'hui tous les jours. Donc, il y a aussi un peu un côté, c'est quand même, ça se met dans le musée des colonies et c'est une question, je veux dire, c'est un paradoxe qui ne se résout pas. Le musée lui-même est une archive coloniale. Je veux dire, on rentre dans cet endroit, c'est absolument insensé, quoi. Je veux dire, et c'est là-dedans qu'on fait ce musée. Alors que pour les arts premiers, on va construire un musée. Pour toutes les autres choses, on construit des musées. Celui-là, on le met dans le musée qui était le musée des colonies pour l'exposition coloniale de 1931. Il y a quand même quelque chose là dont on se dit, mais ces gens-là ne pensent pas, ou alors s'ils pensent, ils pensent d'une manière très étroite. Et donc, il y a cela. Il y a une question aussi dans le musée de l'immigration, c'est qu'est-ce qu'on considère comme des immigrés. Moi, je me souviens à une des réunions, au départ, il y a longtemps, j'avais dit, est-ce que vous considérez donc du coup les travailleurs engagés, c'est-à-dire les gens de l'Inde et de la Chine, et même certains du Maghreb qu'on a envoyés dans les colonies après l'abolition de l'esclavage, est-ce que vous les considérez aussi comme des immigrés? Ah non, ça, c'est pas considéré comme des immigrés. Ah bon, et pourquoi? Donc, il y avait aussi une conception de ce que c'était que l'immigration qui effaçait même l'histoire dans les colonies, c'est-à-dire l'histoire d'avoir envoyé des gens de l'un à l'autre. Et donc, il y avait ça, et il y a aussi un manque profond dans cette musée de l'immigration, c'est la racialisation du travail. C'est-à-dire que les gens qu'on fait venir, c'est des gens qui vont être OS, des travailleurs non spécialisés, qui vont faire le travail sale, enfin, non et moins rémunérés. Et donc, il y a une question dans cette migration qui est vraiment pas mise de côté. Donc, il y a vraiment au départ ce que ça révèle, puisque vous me demandez ce que ça révèle, la question non résolue de la question de la migration en France. C'est-à-dire qu'on ne veut rien savoir. Je veux dire, l'État français ne veut rien savoir. Des migrants qui sont devenus citoyens, qui sont plus migrants, qui sont des familles, et qu'on traite toujours comme pas étant complètement français. Et donc, qu'est-ce que c'est que la France? Qu'est-ce que c'est qu'être français? Qu'est-ce que c'est qu'être migrant? Pèsent toujours et font de ce musée un musée qui ne sait pas ce qu'il fait, quoi. Malgré la bonne volonté parfois de personnes, mais qui ne sait pas ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit montrer. Samia Chavani, j'aimerais avoir votre réaction sur ça, sur le sujet du musée de l'immigration assez rapidement, si c'est possible. Alors, vous disiez 2007 pour l'inauguration, mais en fait, dès 2004, Jacques Toubon, qui à l'époque préside le projet de Cité nationale d'histoire de l'immigration, c'est pas le mot musée national, le label musée national n'arrive pas tout de suite, vient présenter donc sa feuille de route à Marseille et donc je suis présente à la bibliothèque de l'Alcazar pour l'écouter avec bien sûr de nombreux acteurs associatifs et des historiens comme Émile Temim qui était aussi membre du conseil scientifique. Et ce qui est très intéressant, c'est que, je ne reviendrai pas sur ce qu'a évoqué Françoise Vergès sur le choix du lieu du Palais des Colonies, du Palais de la Porte Dorée, et de sa façade qui est à la fois monumentale et extrêmement intéressante du point de vue historique.
Pour ce qui concerne Marseille, pour moi, dès le départ, le Musée national d'histoire de l'immigration devait travailler en lien avec les territoires. Et c'était l'objet de ma présence dans la salle. Et aussi avec, comme je le disais tout à l'heure, un ensemble de lieux et d'espaces à mémoire multiple, parce que c'est devenu un lieu de fête à mémoire multiple, le Musée national d'histoire de l'immigration. Donc, comment on le traite ? Eh bien, ça s'applique un peu à tous les espaces et à tous les lieux. Du point de vue marseillais, pour moi, il est important d'avoir un vrai lieu de narration, pas forcément un musée, mais moi, en tout cas, je milite depuis 20 ans pour qu'il y ait un vrai lieu de narration sur l'histoire du peuplement de la ville, spécifiquement traité non pas comme une thématique temporaire, comme c'est souvent le cas dans les musées ou à l'occasion de grands événements comme Marseille, capitale européenne de la culture, mais vraiment dans une sorte de permanence, d'abord parce que les migrations sont pas prêtes de s'arrêter et que ça va être vraiment un travail au long cours, mais aussi pour justement offrir un écrin de participation aux habitants. À Marseille, aujourd'hui, on a une proportion de personnes issues des migrations italiennes, espagnoles, arméniennes, algériennes, marocaines, énorme, très importante. Donc, avoir un vrai lieu dédié qui puisse être animé par les acteurs associatifs qui travaillent sur ces questions-là, moi, je pense que c'est incontournable à Marseille, d'autant que les espaces dédiés dans les musées, que ce soit dans le musée de la ville ou dans le musée de société qu'est le MUSEM, par exemple, ce ne sont pas des narrations qui sont permanentes. Hein. Donc, je pense que vraiment sortir de ce traitement un peu lacunaire ou caractérisé par le temporaire, comme je vous disais dans ma réponse par écrit, c'est que cette notion de temporaire qui dure, on l'a vécu dans la question du logement social. On l'a vu aujourd'hui dans la question du patrimoine, et c'est quand même assez incroyable. Et ce qui nous a permis de faire avancer finalement cette cause qui est celui du patrimoine des migrations, c'est d'abord parce qu'on est très ancré dans nos territoires et dans l'histoire des gens, tout simplement, des habitants, que ça fait sens en fait pour les habitants, mais aussi que des travaux de recherche, et je salue en tout cas la contribution de Françoise Vergès, il y en a aussi d'autres, qui ont permis de faire avancer ces questions-là, parce qu'il y a 20 ans, quand on crée Ancrage, on ne parle pas spécifiquement de migration post-coloniale, parce que c'est quasiment un motif de mise au banc, en fait, des institutions. Donc, on voit bien qu'en 20 ans, déjà, on peut constater qu'il y a eu une évolution, et sans dénigrer le travail qui a été celui des conservateurs du patrimoine, je pense que ce qui a fait avancer les choses, c'est principalement les demandes sociales de mémoire qui émergent des habitants et du milieu associatif. Et à l'origine de ce musée, qui s'appelait Cité, je le rappelle, il y avait un collectif d'associations et un forum de partenaires qui, dès l'origine, est très impliqué en fait dans l'animation du réseau. Et parce que, comme je le disais en introduction, c'est vraiment une question qui a émergé du milieu du mouvement social de l'immigration en France. Et donc, en fait, dans cette évolution qu'il y a eu concernant les institutions culturelles, je pense que c'est assez important de parler de Décoloniser les arts, qui existe depuis 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un petit mot, Françoise Vergès, vous qui êtes la présidente de l'association, présenter son but, ses actions? Oui, alors Décoloniser les arts, ça émerge évidemment de toutes les questions qui sont posées depuis plusieurs années, hein, qui se posent sur la question des mémoires, sur la question de la forme des narrations, sur la question de quels sont les objets, comment on va rendre visibles des histoires, tenir compte justement des silences, de la sauvegarde, et aussi de ce que disait Samia Chabani, c'est-à-dire que parfois des témoignages sont faits et puis ils sont pacifiés, ils sont neutralisés. Leur force est enlevée, leur force vitale. Donc, Décoloniser les arts arrive après aussi plusieurs événements, la question de l'exposition Exhibit B, qui a été une exposition donc totalement raciste, mais que beaucoup d'intellectuels ou d'artistes en France ou de directeurs d'institutions culturelles ne voyaient pas. Ils ne comprenaient pas de quoi on parlait. Ils étaient là, mais c'était nous qui ne comprenions pas l'art contemporain. Et il y avait eu ça. Et il y avait aussi une attaque contre
metteur en scène qui exerçait à l'époque à Marseille, Eva Doumbia, qui avait été attaqué par un directeur de théâtre tout à fait bien comme il fallait, et où se lisait la misogynie et le racisme et comment les deux étaient enclenchés. Et pour nous, c'est avant la création de Décoloniser les arts, c'est de dire que le monde des arts et de la culture a été longtemps protégé de ces questions, parce qu'il apparaît immédiatement comme progressiste et ouvert, ce qu'il est, hein, en grande partie. Mais du coup, la question du racisme et de la misogynie à l'intérieur ne se pose pas. Or, le racisme est structurel dans ces institutions. On va dans des institutions culturelles et de musées, où est-ce qu'on voit les personnes racisées? C'est les gardiens, c'est les femmes de ménage. Et plus on monte, plus on voit des blancs et des hommes blancs. Bon, déjà. Donc, je ne parle pas simplement du théâtre. Bon, alors, au cinéma, on sait, même le CSA vous dit que si vous êtes noir et arabe, vous allez jouer des rôles de voleurs, de dealers de shit ou de terroristes ou de travailleuses du sexe. Enfin, je veux dire, donc, c'est ces assignations. Donc, la question de la décolonisation des arts se posait sur la structure même de l'institution, la manière dont ça fonctionnait, quelle était la hiérarchie administrative, mais aussi les formes de narration qui étaient autorisées. Se posait aussi sur la question de l'enseignement, comment était enseignée l'histoire de l'art, comment était enseignée le musée, ce que c'était l'histoire des musées, et comment même était enseignée, comment on pensait qu'une exposition devait être faite. Quelles étaient les modalités de l'exposition. Donc la création en 2015, c'est cela, et depuis les actions, c'est d'une part, on a une université qui est mensuelle et qui est l'ordre beaucoup de l'importance de ce que Samia Jobenet rappelait, c'est-à-dire la transmission, de faire rappeler des histoires qu'on a oubliées dans l'art, dans l'histoire de l'art, des publications. On a publié un livre aux éditions de l'Arche, Décolonisons les arts en 2018, et là, cette année, un numéro spécial de la revue Tumulte, et des actions. Et la dernière action, c'est contre ce qu'on appelle le harcèlement racial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement du harcèlement sexuel ou du harcèlement moral dans le travail, il y a un harcèlement racial. Et que ce harcèlement racial, il fait partie aussi de pas simplement, de la discrimination pure, ouverte, mais de la manière d'humilier les personnes tous les jours, qui finissent par enlever leur estime de soi et d'avoir le sentiment, c'est beaucoup de témoignages, on a recueilli des témoignages d'artistes à la sortie du confinement et qui disaient la perte de confiance en soi, le sentiment de toujours avoir à se prouver, avoir à prouver ses capacités, ses compétences, c'est-à-dire cette constante entrave qui sont aussi psychologiques, justement de faire passer l'idée que vous ne valez rien, vous ne valez pas grand-chose. Donc, décoloniser les arts s'attaque à tout cela. Pour la question, si vous le permettez, là, puisqu'on a parlé de musée, que Samia Jobenet parlait de musée, moi je suis très intéressée par les musées, très très intéressée, parce que je viens d'un outre-mer, hein, je viens de La Réunion et je vois bien, les musées, c'est Benedict Anderson qui a écrit Communauté imaginée disait qu'il y avait 2 piliers du récit national, l'imprimerie et le musée. Et donc vous pouvez ne pas aller au musée, ne jamais aller au musée, mais le musée travaille votre tête. Et donc le musée met en place un certain récit. Et pour moi, la décolonisation des musées est très, très importante. Elle est peut-être d'ailleurs impossible. Je ne sais pas s'il sera possible de les décoloniser. Mais d'y penser et de penser ce que nous voudrions faire. Donc, par exemple, quand Samia parlait, pour moi, ça serait, est-ce qu'on peut avoir même des des petits musées partout qui sont pas justement des grands musées chaque fois, avec cette forme d'entrée dans le musée, ce côté un peu cathédrale où personne ne peut parler. On a envie de parler doucement. Qui soient aussi des lieux d'interrogation, des lieux très changeants. Enfin, vraiment se poser ces questions-là est très important parce que les lieux où seront montrés des objets, des mémoires, des images, c'est très important aussi. C'est très important. Mais c'est nous qui devons décider de comment ces objets, ces mémoires seront mis en place dans l'espace. C'est pas à des experts, à des commissaires, tout ça de le faire.
Et donc ça, dans un contexte actuel, avec des débats qui se multiplient sur les questions de culture, d'appropriation, de réappropriation de culture, de restitution d'œuvres, d'identité, en somme, cette question est plus primordiale de comment est racontée l'histoire. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où en est la France, en fait, ainsi que ses institutions culturelles par rapport à concrètement l'histoire des migrations? Est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y a pour vous une entreprise qui parvient à avoir des récits qui divergent dans les institutions culturelles ou pas du tout? Je pense que ça vient d'en bas, ce qu'on dit. Ça vient Ouais. vraiment de toutes les associations. Ça vient, c'est là que ça se passe. C'est là le dynamisme. C'est là qu'on voit apparaître des narrations diverses, différentes, des formes différentes de le faire. Les institutions, elles sont toujours exploitatives, si je peux dire. C'est-à-dire qu'elles arrivent sur le tas et elles se disent, mon Dieu, on n'avait pas pensé à ça, ça fera une super expo là. Tiens, si on se jetait là-dessus. Parce que elles manquent d'idées. Hein. Il faut quand même voir l'épuisement, hein, parce que la 25e exposition sur Picasso, d'accord, ou sur Duchamp, voilà. Et donc, ce que nous avons apporté, ce que des associations ont apporté, devient une extraction, une mine d'extraction. Et il faut qu'on fasse attention à ça. On ne doit pas devenir des sources, des mines comme les mines d'argent, les mines d'or, et qu'on veut venir puiser chez nous ce qui manque à ces institutions. Il faut qu'on reste maître du récit, de la narration. Parce qu'on va être invité, je le dis, ces institutions, elles sont un peu épuisées, et donc elles pourraient nous inviter demain. Mais si elles nous invitent pour le faire selon leurs normes, on va être trahis. On va être trahis. Et donc, les musées sont des institutions, elles doivent fonctionner, elles sont de plus en plus privatisées, hein, n'oublions pas, il y a une économie privatisée de plus en plus, donc il faut que ça rapporte. Et on peut devenir une source d'extraction, comme nos parents ont été une source d'extraction de la force de travail. Nous, c'est là que ça se passe parfois. Donc, les mémoires peuvent devenir une source dont on va extraire et qui ne nous reviendra pas, ni économiquement, parce que ces musées ne nous verseront pas des droits d'auteur, si on pourrait dire, ni économiquement, ni socialement, ni culturellement. Et il faut penser à la question économique. Il faut penser, nos mémoires et nos histoires ne doivent pas devenir une source d'enrichissement pour des institutions qui, pendant ce temps-là, nous sommes appauvris parce que nous n'avons pas les ressources pour faire nos propres institutions, nos propres centres culturels. Oui, ouais. La question économique, la question d'invisibilisation aussi de personnes qui viennent travailler pour des institutions, c'est aussi tout un autre débat. Moi, Samia Chabani, j'aimerais vous parler du hashtag dont vous me parliez la dernière fois, Museum are not neutral, qui veut dire en français les musées ne sont pas neutres. Donc, c'est une campagne initiée en 2017 aux États-Unis par deux professionnels de la culture, à savoir Latanya S. Autry et Mike Moravsky sur les réseaux sociaux. Et le but, en fait, c'était vraiment de démythifier la neutralité dans les espaces muséaux. Et puis, en ce sens, Samia Chabani, vous parliez de chercher à ouvrir un lieu et capitaliser 20 ans d'expérience avec votre association Ancrage. Comment est-ce que ce lieu, vous le concevez? Est-ce que ce serait un peu comme un écomusée? Est-ce que vous êtes encore en train de définir tout ça? Comment est-ce que vous pourrez définir ou redéfinir la notion de musée pour permettre de resituer au mieux l'histoire des migrations? Oui, c'est un hashtag qui m'a beaucoup intéressée puisqu'il s'inscrit dans le sillon du Black Lives Matter et c'est précisément la Fédération des écomusées et des musées de société qui a produit cette tribune, en tout cas relayé ce tag et cette tribune en France. Et je trouve que c'est tout à fait rassurant que des professionnels du patrimoine soient aussi interpellés dans leur pratique et connectés, hein, tout simplement avec la société et avec ce qui traverse la société. Je suis très sensible aussi à ce que vient de dire Françoise Vergès, parce qu'effectivement, d'une certaine manière, ce projet que nous portons de centre d'interprétation, c'est un espace narratif qui n'est pas forcément un musée. En tout cas, on n'est pas dans une logique de gestion de gestion des colonies, lapsus révélateur, des collections, pardon. On n'est pas du tout dans une logique de gestion de collections ou d'acquisition d'œuvres. On est vraiment dans une démarche qui est très complémentaire, hein, finalement, de celle des musées.
Et je dois dire que le musée d'histoire de la ville, par exemple, de Marseille, était un musée de site jusqu'en 2013, donc il n'était pas non plus très ouvert au récit des autres Marseillais. Depuis, il l'est devenu. Il est refondé sur de nouvelles bases, et je pense qu'il travaille aussi à sa feuille de route et à son projet scientifique et culturel. Probablement que les migrations trouveront une place plus importante dans ce projet. Toutefois, je pense que c'est très important que nous gardions la main, d'une certaine manière, sur une partie de ce récit. Moi, je pense que c'est très important qu'on ne soit pas dépossédé de ce récit, en effet, parce que ça, c'est un risque très important. Et finalement, ce n'est pas un nouveau projet que je développe, c'est la capitalisation de 20 ans d'expérience à Marseille, où on a expérimenté des formes innovantes avec les habitants. On a révélé des patrimoines qui étaient invisibilisés ou qui étaient en tout cas pas valorisés dans l'histoire de la ville. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette démarche, la posture souvent des financeurs ou des bailleurs, etc., c'était « mais vous relevez de la politique de la ville ». Il y avait cette espèce de volonté de sortir la question migratoire de la question culturelle, en fait. C'était vraiment de la cohésion sociale. On voit bien comment, par cette forme d'exclusion, finalement, on nous assigne à des logiques de quartier, à des logiques qui sont des logiques qui relèvent du traitement social de l'immigration, et donc on nous garde un peu à la marge. Sauf que effectivement, moi, je m'autorise à penser l'objet migratoire comme un objet patrimonial, et notamment, comme je vous disais tout à l'heure, comme un héritage qui est vraiment le mien. Donc, je ne lâcherai pas sur cette dimension-là. Je pense que c'est aussi un enjeu pour une ville comme Marseille de pouvoir définir l'international à partir du local. C'est-à-dire que les associations, oui, mais pas seulement les associations qui valorisent les mémoires, les associations d'artistes, les associations qui travaillent la lecture publique. Il y a tout un tas d'associations qui travaillent finalement sur ces questions-là. Et effectivement, c'est elles qui font bouger les lignes. Elles font bouger les lignes dans tous les services culturels publics, c'est-à-dire les bibliothèques, les archives et les musées. Et donc, c'est, je dirais, aussi une dynamique d'acculturation professionnelle que nous proposons, c'est-à-dire de nous nourrir les uns les autres de ces récits et de les donner à voir et de les remettre en partage au plus grand nombre et notamment aux habitants. Donc, pour une ville comme Marseille, c'est un enjeu d'ouverture sur le monde. Ce n'est pas seulement une question de collection d'encyclopédiques ou d'approche, on va dire, purement culturelle. C'est un enjeu politique que nous portons, c'est celui d'ouvrir Marseille sur le monde et de la réouvrir, de réouvrir la ville sur le monde autrement que dans son finalement dans cette espèce de nostalgie coloniale dans laquelle Marseille peut s'inscrire, parce que Marseille, c'est quand même la ville de l'Institut colonial, c'est la ville des expositions coloniales, comme à Paris. Et donc, si on veut faire de Marseille un passeport, plus qu'une attraction, il faut redonner du sens, en fait, à ces contenus. Et donc, laisser la place aussi, en tout cas, nous, on la prendra, de cette narration partagée. D'accord. Et donc, vous, c'est vraiment l'engagement associatif qui est au cœur de votre démarche. Est-ce que vous pouvez faire des parallèles ou non entre votre expérience de travailleuse sociale dans l'intégration des personnes migrantes et l'idée même qu'on va se faire des migrations ou alors des représentations qui en sont faites dans les débats publics ? Si vous voulez, moi, dans mon parcours, j'ai commencé par effectivement travailler auprès des publics migrants. Et donc, aujourd'hui, le constat, c'est que ce paradigme qui était celui de l'intégration, qui était le paradigme omniprésent principal dans les années 80, il n'a plus aucun sens aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans des villes-mondes, des métropoles-mondes, du fait de l'émergence des nouvelles technologies, les gens ne sont pas circonscrits à leur petit territoire. Alors, à Marseille, on est très attaché aux identités de quartier, on est très attaché à l'identité de la ville, mais précisément parce que l'identité de la ville est une forme d'acculturation. Les Marseillais se disent Marseillais parce que c'est une identité transitoire qui permet à la fois d'être d'Andoum, de la Castellane ou du Vieux-Port, et en
en même temps d'être d'origine comorienne, algérienne ou espagnole. Et c'est ça qui fait que Marseille est un terrain de jeu extraordinaire pour nous, parce que précisément, ces identités plurielles ne sont absolument pas contradictoires dans ce que révèle l'identité de la ville. Au contraire, c'est quelque chose de promu. Après, je pense que voilà, l'incantation sur la ville cosmopolite, ça suffit pas. Il faut aussi se donner les moyens, des moyens qui sont des moyens institutionnels et des moyens scientifiques. On a très peu parlé des chercheurs, mais les chercheurs ont beaucoup contribué à Marseille à éclairer, en éclairant d'ailleurs l'histoire des Italiens, comme récemment le projet Rue d'Alger qui s'est tenu au Centre culturel italien, a éclairé aussi l'histoire coloniale, parce que les Italiens qui sont arrivés à Marseille ont aussi été des acteurs de la colonisation. Donc c'est très intéressant de voir comment ces histoires s'imbriquent, elles se révèlent au fur et à mesure. Elles croisent bien sûr histoire migratoire, histoire coloniale, et elles permettent finalement de reconstituer le puzzle de l'identité de la ville. Donc on l'a vu, le paradigme de l'intégration, pour vous, il est devenu anachronique. Françoise Vergès, quel rôle pensez-vous que les institutions culturelles peuvent jouer dans cette recherche d'intégration des migrants et comment vous pensez que ces institutions culturelles ont un rôle ou non à jouer en fait dans cette question? Les institutions culturelles, c'est des choses, c'est pas un truc neutre, quoi. Ça va dépendre beaucoup des gens qui sont dedans, de l'écoute que ces personnes ont envers des associations ou des chercheurs, comme le rappelait Samia Chabani. C'est-à-dire, ces institutions, qui sont les personnes qui y sont? Est-ce que ce sont et donc ça va changer, ça peut changer d'une institution à l'autre. Il y en a qui seront plus ouvertes que d'autres. Mais l'institution, je veux dire, mais en même temps, il faut qu'on comprenne que l'institution en France, elle est structurée elle est très dépendante. Bon, il y a les institutions privées, puis les institutions publiques, elles sont très dépendantes des donneurs d'ordre, de donneurs et donc il y a toujours un peu la question économique derrière, au sens, pas simplement de l'argent qui est donné, mais de structures, par exemple, de carrières qui vont se faire ou de carrières qui se feront pas. Donc, on a affaire à un corps vivant, si vous voulez, quand on parle d'institutions. Les institutions n'ont bougé en France que sous la poussée des associations et des chercheurs. Elles n'ont jamais toutes seules fait un travail d'avancée. Tout ce qui a été fait parce que elles ont la manière dont elles ont été mises en place, dans la manière dont elles sont structurées, encourage l'inertie. Et puis, comme je l'ai dit, vous trouvez quand même des gens qui viennent du même endroit, de la même classe sociale, de la même origine. Et donc, il y a une quand, par exemple, Samia Chabani dit c'est son histoire aussi, ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, son père travaillait à Renault, à l'île Seguin. On est à affaire à des personnes qui ont été dans les mêmes cercles culturels et sociaux, qui ne savent même pas ce que c'est, qui pour ces personnes, c'est presque exotique de dire ça. Exotique au sens de c'est en dehors de ça. Donc, les institutions, pour qu'elles deviennent, il faudra casser ces hiérarchies qui se sont installées. Et il y a parfois des personnes ici et là dans ces institutions qui voudraient faire des choses, mais elles ont affaire à toute une structure. Donc, pour que les institutions culturelles soient ouvertes, comme vous le dites, il faut donc on devrait d'abord interroger leurs structures, qui sont des structures très hiérarchiques, très sexistes, souvent très racistes, et de classe aussi, avec des mépris de classe. Ce ne sont pas du tout des institutions très ouvertes. Les personnes qui y travaillent vont parler de souffrance au travail parce qu'elles n'ont pas à être écoutées. Donc oui, les institutions peuvent être des lieux pour cela, mais il nous faudra travailler pour aussi décoloniser l'institution elle-même. Et donc, avec tout ce qu'on s'est dit sur les institutions, sur le rapport à l'art, etc. ce soir, j'ai deux petites questions de conclusion qui vont servir aussi d'ouverture du public, où je vous demande de vous projeter un petit peu dans un futur proche avec tout ce qui se passe en ce moment et d'imaginer en fait l'évolution
de ces institutions et d'imaginer une évolution possible du discours au sein des institutions et de se demander si ces institutions sont en capacité en fait de produire de nouveaux récits, même si, comme vous le dites Françoise, il y a certains blocages aujourd'hui qui restent encore, mais est-ce que, à votre avis, on va être en mesure de justement débloquer un petit peu tout ça dans un futur? Samia, allez-y. Merci. Peut-être par le renouvellement des professionnels, peut-être par aussi le travail de benchmark, le travail de comparaison qui peut se faire et les travaux qui existent au niveau international pour faire évoluer la définition du musée, pour rendre les musées plus inclusifs, plus polyphoniques. J'ai constaté que cette nouvelle définition du musée qui était proposée en septembre dernier à Kyoto, au Japon, enfin en 2019, n'avait pas été validée. Donc je pense que peut-être en France en particulier, on a une conception du musée qui reste très singulière, quoi. Donc moi, je suis très confiante sur la façon dont les jeunes conservateurs, archivistes, bibliothécaires aussi interagissent sur leurs institutions. C'est une dimension forte. Dans la façon dont moi, en tout cas, je peux les sensibiliser sur le fait que je ne suis pas un rabatteur de public, parce qu'ils sont eux-mêmes pris dans des logiques de fréquentation de leur lieu. Et le partenariat qu'on a avec eux aussi leur permet de comprendre que la question migratoire, ce n'est pas soit la collection ou la fréquentation des publics migrants ou éloignés de la culture dans leur lieu. Il faut qu'ils envisagent les coproductions possibles avec les acteurs associatifs, avec des associations communautaires aussi. Hein. C'est vrai qu'on l'a peu évoqué, mais on est d'ailleurs associé à différents partenariats avec le musée d'histoire de la ville ou avec le MUSEM, je veux dire, et même avec le FRAC. Je pense que en fait, toutes les institutions patrimoniales essaient en interne, en tout cas dans les équipes, de faire bouger les lignes et de faire progresser cette conception du musée. Je suis aussi tout à fait consciente de l'inertie qu'il peut y avoir pour toutes les raisons qu'a évoquées Françoise Vergès et sur lesquelles je ne reviendrai pas. Donc moi, mon propos, il est situé dans celui de la vie associative locale, d'une association ancrée sur son territoire et en articulation avec les habitants. Donc, c'est ce point de vue-là que je défends dans toutes les formes de rapport au musée, que ce soit la coproduction d'une exposition ou d'une programmation de café histoire, et de la même façon des balades patrimoniales qu'on a par exemple organisées cette année avec le musée d'histoire de la ville autour du camp du Grand Aréna. Donc voilà, on a plein de croisements possibles avec les institutions. Je pense que c'est dans cette ouverture finalement avec le territoire et avec les acteurs associatifs que se construit une narration partagée et plurielle. Françoise, un dernier mot. Je pense que si vous voulez, oui, tout ce qui se passe dans toute une jeunesse et qui, sur les réseaux sociaux, enfin les différents réseaux sociaux, propose d'autres narrations, collecte, pousse à des choses, est en train de secouer tout ce monde-là, ce monde un peu qui était un peu rigide, et qu'il y a aussi des jeunes qui veulent devenir des conservateurs, des médiateurs et tout ça, qui vont rentrer dans les institutions, les faire bouger. Je pense aussi que même la question dont on n'a pas discuté ce soir parce que c'était pas le débat, mais la question de la restitution des objets secoue énormément le monde muséal, le secoue profondément. Donc la question de la collection, de l'objet, du vol, du pillage, de qu'est-ce que c'est que l'objet, qu'est-ce qui constitue un objet, l'image, tout cela sont des questions qui sont en train d'apparaître beaucoup plus fortement qu'auparavant. Et les musées français sont pris dans le contexte à la fois français, social, de tous ces mouvements, de toutes ces aspirations et de toutes ces demandes, et dans un contexte international où les musées sont aussi confrontés à des questions budgétaires, à des questions aussi de décolonisation de leurs institutions, avec de forts mouvements
qu'on a observé sur le continent africain ou aux États-Unis de decolonize the museum. Et donc oui, il y a quelque chose qui a à voir aussi avec tous les autres mouvements dans la société qui réclament des transformations dans le savoir, dans la transmission, dans la manière de penser, dans qui est montré sur l'écran, qui n'est pas montré. Et le musée ne peut pas s'abstenir de ça. Et donc, je pense, oui, je suis d'accord avec Samia Chabani, qui va avoir toute une... que ça a distillé dans la société toutes ces questions qui ont été posées depuis 20, 30 ans, depuis les années 80. Ça s'est insinué et que donc, il y a beaucoup aujourd'hui pour des jeunes c'est des questions qui se posent. Mais pour avoir été invitée dans des écoles d'art, il y a souvent, par exemple, des étudiants vous disent « mais nous, on ne peut pas en discuter parce qu'il n'y a pas de curriculum pour cela, il n'y a pas de syllabus ». Et donc là, cette question de la transformation de l'enseignement est très importante aussi, de la formation. Elle est très importante et il y a toute une génération qui veut que ça soit transformé. Parce que ceux qui vont arriver dans les musées, c'est ceux qui ont été formés dans ces écoles, sur la médiation culturelle, être curatrice ou ça. Donc, l'enseignement est très important. La question de la transformation est centrale. Et donc, l'apport du travail, comme ce que raconte Samia Chabani, de tout ce qui a été fait, comment on collecte, qu'est-ce que c'est qu'une collecte, quelles sont les mémoires qui comptent, devrait être enseigné dans ces écoles parce que justement, c'est des formes de collecte qui sont différentes de la manière dont on voit la collection traditionnellement dans un musée. Nous, c'est des questions sur lesquelles on est très à cheval à la Sorbonne à Paris 1, dans notre master direction de projet culturel. On arrive du coup à la fin de notre petite discussion. On va passer aux questions des internautes. Je vous remercie pour cet échange. J'accueille Léa, du coup, qui est une camarade de classe qui va s'occuper des questions des internautes. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour vos interventions. On va commencer avec une première question. Est-ce que vous diriez que les institutions culturelles françaises participent à entretenir une discrimination raciale au sein de notre société ? Françoise, je peux répondre ? Structurellement, on l'a dit, nous on avait fait un état des lieux, si on peut dire, oui, un état des lieux en 2015-2016, et les institutions, toutes les directions des institutions culturelles, l'administration, sont occupées par des hommes blancs d'un certain âge. C'est très rare qu'il y ait d'autres. Il y a eu quelques nominations, mais massivement, c'est tenu par cela. Donc oui, il y a une... mais comme je le disais, ce n'est pas aussi flagrant que dans d'autres endroits parce que ce sont quand même aussi des lieux de brassage, ces lieux de beaucoup plus de mélange, mais c'est très dominé. Dans le cinéma, les personnes racisées vous diront la difficulté de trouver un budget pour faire des projets, le nombre de projets qui sont rejetés, le nombre de projets d'exposition qui sont rabotés parce que ça ne va pas, ça ne convient pas. Donc oui, elles sont encore dans leur direction, parce que vous pouvez avoir une jeune curatrice qui veut faire quelque chose et puis elle va être complètement entravée. Donc oui, hiérarchiquement, la structure est un obstacle. D'accord, merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Samia Chabani ? Non, je partage tout à fait cette opinion et je pense que même quand l'objet d'ailleurs est peut-être assez proche finalement de nos questions à nous, dans son traitement, dans l'assignation dans laquelle nous sommes souvent, comme je le disais précédemment, l'assignation à être le lien avec les publics ou en fait jamais être vraiment le chef quoi, de cuisine. Il y a une façon de nous encadrer, de nous assigner qui est manifeste, quoi, qui est manifeste. Très bien, merci. On va passer à une deuxième question. Comment démocratiser les informations factuelles historiques et actuelles alors que nous sommes dans un système qui tend à l'occultation des mémoires ? Comment démocratiser les informations factuelles, historiques et actuelles, alors que nous sommes dans un système qui tend à l'occultation des mémoires ?
créez des associations, Et impliquez-vous partout où vous pouvez, engagez-vous en faveur de la mémoire d'un lieu, d'un quartier qui fait sens pour vous, pour votre famille, pour vos proches, pour vos camarades de classe. Je pense que c'est vraiment le maître mot, quoi. C'est s'autoriser à s'investir dans le récit. Et finalement, c'est beaucoup plus long que ce qu'on imagine, hein. Le déclic se fait pas pour tout le monde au même moment. Il y a des personnes qui, très jeunes, vont se sentir légitimes, et puis il y a d'autres, c'est l'histoire d'une vie. Donc, je pense que vraiment la question de l'engagement, y compris d'ailleurs dans les associations de professionnels du patrimoine, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont engagées, et dans les institutions patrimoniales, on a des complices, hein, des personnes qui nous font avancer aussi parce qu'elles sont convaincues du bien fondé de ce travail. Donc, il y a eu d'ailleurs aussi quelques recherches collaboratives qui nous ont permis d'avancer entre chercheurs, institutions patrimoniales et associations. Je pense au groupement d'intérêt scientifique qui s'appelait le JCPAPIC, Institution patrimoniale et interculturalité, non pas interculturalité dans le sens interracial, mais interculturalité en termes de culture professionnelle, parce que ce qu'on constate, c'est que même dans les services publics culturels, ça ne communique pas beaucoup, hein. Donc, voilà, j'ai envie de dire, engagez-vous partout où vous êtes, que vous soyez habitant, professionnel, acteur local, faites-le, engagez-vous. Et on a une dernière question. Pensez-vous que la question de la narration, juste historique et sociale de l'immigration, va pouvoir devenir une question transpartisane et non pas traitée comme une problématique politique momentanée à résoudre ou à réserver à une frange plutôt de gauche politiquement? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire transpartisan, mais apartisan probablement, dans le sens où ce qui, moi, m'a motivée dans la création de l'association et les personnes qui étaient avec moi, c'était de sortir du matraquage médiatique et politique qui instrumentalisait les questions migratoires. Ça, je pense que c'est un enjeu très important, qui est toujours tout à fait d'actualité, qui l'est peut-être même davantage, puisqu'aujourd'hui, il faut rajouter à ça, à chaque crise terroriste, à chaque attentat, une remise en question, un recul en fait de ces questions par peur des décideurs, souvent des personnes qui sont aux commandes, que ce soit des élus, des techniciens, etc. Et ça, c'est un risque majeur parce que d'une certaine manière, ça participe à refaire machine arrière sur ces questions-là qui sont des questions fondamentales pour articuler la question des narrations, du patrimoine, de l'identité, des identités et du projet démocratique. Donc, au contraire, ça doit être un levier, ça doit être considéré comme une façon de faire France ensemble, d'une certaine manière, mais de faire monde ensemble, parce que, comme je disais tout à l'heure, une ville comme Marseille, c'est pas qu'une ville française, c'est une ville méditerranéenne, c'est une ville africaine, c'est une ville, voilà, c'est une ville monde. Donc voilà, c'est des occasions vraiment de transmission qui sont des occasions importantes. Et j'espère que nos élus seront à la hauteur de la situation parce que c'est un enjeu fort, quoi. Je pense, la question de rechercher des narrations, ça ne veut pas dire de les neutraliser, qu'elles soient neutres. Il n'y aura pas de neutralité. Nous sommes pris dans les gens qui sont venus pour des raisons aussi économiques, personnelles, familiales. On ne peut pas gommer ça simplement sous une espèce de récit, on va tous se retrouver ensemble. Pour trouver justement des narrations, il faut aussi pouvoir parler des inégalités, des injustices. Elles ne peuvent pas être effacées sous prétexte qu'il faudrait que finalement ça soit effacé. Parler des conflits, parler des inégalités, des injustices contribue à la démocratisation du récit. Parce qu'elle montre que les personnes qui se sont battues contre les injustices et les inégalités, elles sont battues pour élargir la démocratie et pas pour la rétrécir. Jamais pour la rétrécir. Et donc de lutter aujourd'hui contre ce que Samir Jabani rappelait, des amalgames chaque fois qu'il y a quelque chose, ce n'est pas se replier, c'est au contraire ouvrir chaque fois. Donc on ne peut pas chercher une neutralité, on ne peut pas, je veux dire, donc c'est pas la question de la gauche, etc. C'est de la question de montrer l'incroyable pluralité des histoires et les frictions, les contradictions. Pourquoi il y a tant de gens qui quittent ces pays et viennent ici
C'est pas, et donc ils viennent ici avec leur histoire, avec leur mémoire, avec leur culture, avec leur manière de faire, et que c'est ça qui est une société. C'est ça qui va faire la société. C'est pas de leur demander de se neutraliser, de s'assimiler, de ne plus exister. Donc la question de l'instrumentalisation des narrations, on le sait, ça vient de partout, mais ce que nous savons, c'est que de mettre à jour ces récits, leur pluralité, les frictions qu'il a pu avoir, des choses comme ça, c'est ça qui fait travailler justement, au contraire, l'avancée des libertés, l'avancée des égalités, de l'égalité et vraiment des fins des injustices. C'est d'être à l'écoute des humiliations qui ont été faites, d'être à l'écoute des souffrances qu'il y a eu et de ne pas juste les rejeter en disant mais non, parce que ces personnes sont restées là, ont fait des enfants, leurs enfants sont là. Ce sont des choses, ça fait partie de cette constitution d'une société. Donc il faut le voir comme même les contradictions et les conflits ne sont pas à cacher. Parce que très souvent, on fait avancer les choses. On fait avancer beaucoup plus de compréhension que justement, c'est pas parce que des personnes arrivaient des Comores et qu'elles étaient différentes des autres et que la différence n'est pas doit être comprise comme au contraire quelque chose de nouveau et pas quelque chose qui menacerait la société française. D'accord, merci beaucoup. Comme il nous reste encore un peu de temps, on va peut-être répondre à une dernière question. Alors, elle s'adresse plutôt à vous, Françoise Vergès. Observez-vous des différences de traitement sur ces questions entre différents pays, par exemple entre la France, une ancienne puissance coloniale, et les États-Unis qui basent leur histoire nationale sur l'immigration à travers des musées comme celui d'Ellis Island? Les États-Unis, c'est aussi une grande puissance impérialiste. C'est quand même un pays qui s'est fondé sur l'esclavage, sur les génocides des populations amérindiennes. Donc, c'est pas du tout. C'est un pays qui est colonial aussi. On oublie que les États-Unis ont des colonies. Porto Rico est une colonie des États-Unis. Guam est une colonie. Hawaï est une colonie des États-Unis. Donc, la séparation comme ça, c'est plutôt que les États-Unis se sont construits comme pays de la liberté. Enfin, leur idéologie a très très bien marché. Encore en ce moment, ça chancelle un peu. Mais la différence, si vous voulez, c'est qu'il y a beaucoup plus. Par exemple, la communauté noire américaine a été beaucoup plus, a pu acquérir beaucoup plus d'autonomie économique et culturelle beaucoup plus tôt que les communautés ici. Les communautés issues de l'immigration. Et donc, on peut avoir leurs journaux, avoir leurs chaînes de télévision, avoir leurs musées beaucoup plus tôt. Donc ça, c'est une chose, je pense que ça arrivera en France. Je pense que la comparaison peut se faire, si vous voulez, mais elle n'est pas nécessairement très utile pour nous. Parce que finalement, les États-Unis, on peut trouver des tas d'horreurs, absolument. Je veux dire, et en ce moment en plus. Bon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ici dans l'histoire coloniale française et ce qu'elle a signifié, et donc quelle forme justement de narration. Et je ne suis pas sûre que l'imitation des États-Unis soit nécessairement la bonne chose. Il y a des choses formidables qui se font là-bas. L'université a été beaucoup plus libre qu'ici déjà, et il y a eu évidemment beaucoup plus le travail sur le racisme, sur l'immigration est beaucoup plus ancienne. Le musée d'Ellis Island est vraiment évidemment très intéressant. Mais là aussi, il a un côté, il est très eurocentré. Hein, on ne parle pas beaucoup des Mexicains, des choses qui se passent aujourd'hui et des séparations des familles. Donc, il y a des choses, je dirais qu'il y a des choses qu'on peut emprunter aux États-Unis, puisque je connais bien les États-Unis pour y aller souvent et y avoir vécu. Mais je pense que c'est intéressant pour nous de nous confronter à la situation française. Et dans sa singularité, dans aussi ses spécificités, avec cet immense empire colonial, esclavagiste et post-esclavagiste, et toutes les questions que ça signifie. Et je pense que c'est en s'intéressant, en se basant là-dessus, qu'on va pouvoir trouver des formes originales de patrimonialisation de ces mémoires, sans oublier aujourd'hui que la France est toujours un pays qui a ce qu'on appelle des outre-mer, et que donc il faut aussi avoir en tête Mayotte et l'île de la Réunion dans l'océan Indien, la Nouvelle-Calédonie et les îles du Pacifique dans le Pacifique, les terres Tahiti, etc., la Guyane dans l'Amérique du Sud,
Martinique et Guadeloupe dans les Caraïbes. Et donc là, ça fait éclater complètement une carte serrée sur l'hexagone et ça ferait... Quelle est cette carte, pour reprendre ce que disait Samia Chabani sur Ville-Monde, qu'est-ce que c'est que cette France-monde, au-delà même de Marseille-Ville-Monde? Qu'est-ce que c'est cette France qui a voulu se constituer fermée sur son territoire européen, mais à cause de son histoire esclavagiste et post-esclavagiste, n'est plus du tout ce qu'elle rêve d'être ou ce qu'elle a cru pouvoir être, mais qui est une totale fiction et une totale illusion, puisque des gens non français, non chrétiens, si on peut dire comme ça, ont été en France depuis très longtemps, depuis très très longtemps. Et que de toute façon, avec la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, les îles du Pacifique, Mayotte, tout ça, c'est fichu cette histoire d'être une population simplement cette idée de certains partis et de certains politiciens qui est totalement une fiction. C'est une fiction. C'est fini, ça. Ils peuvent en rêver, hein, mais c'est un rêve. Le rêve est passé. Là. Maintenant, la réalité, elle est celle-là. Et c'est une réalité de pluralité. De pluralité, de différence, et qui, justement, sont une source passionnante, fascinante, et pas du tout une source d'angoisse. Merci beaucoup. Là, je pense que c'est terminé. On va juste avoir un message de fin du carreau du temple. Bonsoir. Donc du coup, merci à toutes et à tous d'avoir suivi et participé à cette première conférence des rencontres de la Sorbonne. Merci à nos intervenantes, Françoise Vergès et Samia Chabani, pour avoir participé à cette webconférence. L'équipe du carreau souhaite également féliciter toute l'équipe des étudiants qui ont travaillé et monté cette webconférence. Pour rappel, les rencontres de la Sorbonne, donc, qui font partie de la programmation du Carreau du Temple, sont organisées par les étudiants du Master 1 Direction de projet ou d'établissement culturel de l'École des Arts de la Sorbonne, sous la direction de Marco Renzo del Homo d'Armée, maître de conférence. Nous vous invitons à suivre les réseaux sociaux des rencontres de la Sorbonne. Prochain rendez-vous sur le thème « La culture comme voie d'intégration, pourquoi, comment ». Voilà, donc nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée, merci. Allez, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. Les rencontres de la Sorbonne, en partenariat avec le Carreau du Temple. Merci à toi d'avoir écouté ce numéro des Rencontres de la Sorbonne. Nous t'invitons à suivre la page des Rencontres de la Sorbonne sur Facebook et Instagram, de même que la page du Carreau du Temple et de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour être informé sur les prochaines sessions. Nous espérons que le contenu de ce premier podcast t'a plu et que nous te retrouverons pour le prochain épisode.